La transition a pris son envol au Burkina Faso. Michel Kafando a prêté serment hier. Le pouvoir lui a été transmis par le lieutenant-colonel Zida, nommé Premier ministre. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle on prépare des chefs d'État de la sous-région. Le Togo a été représenté par son Premier ministre, Artem Ahumezounou. Grosse erreur judiciaire aux États-Unis. Ricky Jackson, un citoyen de 57 ans, détenu depuis 39 ans, vient d'être libéré. Il avait été condamné par erreur à la peine de mort pour homicide sur un témoignage mensonger. Voilà pour les titres. Bonsoir. Merci de nous suivre dans cette édition. Au Palais de la Présidence de la République, ce samedi, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a reçu une délégation du combat pour l'alternance politique CAP 2015 sur demande de Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de la rencontre. Au Burkina Faso, 3 semaines après la chute de Blaise Compaoré, la transition se met en place. Michel Kafando, le président intérimaire, a prêté serment vendredi. Il devra organiser les élections en novembre 2015. Le Premier ministre Artem Ahumezounou a représenté le président togolais à cette cérémonie d'investiture. À Ouagadougou, où il a représenté le chef de l'État Faure Gnassingbé à l'investiture du nouveau président burkinabé Michel Kafando, le chef du gouvernement Sélé Agodji Ahumezounou s'est d'abord entretenu avec son homologue burkinabé, le lieutenant-colonel Isaac Zida, au salon d'honneur de l'aéroport international de Ouagadougou. Il s'est ensuite dirigé au palais des sports de Ouaga 2000 où s'est déroulée la cérémonie officielle de passation de charge entre le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida et Michel Kafando, président intérimaire du Faso. Devant les chefs d'État de la sous-région et des personnalités diverses, la transmission du pouvoir a été marquée par le passage du drapeau burkinabé des mains du lieutenant-colonel Zida à celle de Michel Kafando. Par cette passation symbolique de charge, Michel Kafando, 72 ans, devient officiellement président intérimaire du Burkina Faso. La moralisation de la vie publique reste l'une de ses priorités. Les actions que nous engagerons dès l'entame de notre mandat seront essentiellement centrées sur ce que nous considérons comme un mandat impératif. En un mot, nous entendons ramener la morale à la première place dans l'exercice du pouvoir politique. Les différents intervenants ont relevé la portée de la cérémonie qui marque la fin d'une période d'incertitude politique. Désigné le 17 novembre dernier par un comité de transition regroupant des représentants de l'armée, de l'opposition et de la société civile, ainsi que des chefs religieux et traditionnels, Michel Kafando devra donc conduire la transition et préparer l'élection présidentielle qui devrait se tenir dans un an. Aussitôt investi, le nouveau président a ordonné une enquête pour l'identification du corps de Thomas Sankara, leader de la révolution burkinabé, tué lors du coup d'État qui a porté au pouvoir le 15 octobre 1987, Blaise Compaoré. À Lomé, le 30e congrès de la Société d'anesthésie et réanimation d'Afrique noire francophone a pris fin vendredi. Des spécialistes venus de plusieurs pays ont échangé sur les défis liés à l'évolution technologique par rapport à l'exercice de leur métier. En ligne de mire, l'harmonisation des pratiques. Luc Assis, Antoinette Romain-Vovor. Le 30e congrès des anesthésistes et réanimateurs d'Afrique noire francophone a permis à ces professionnels de santé qui font face aux physiopathologies, urgences et traitements des douleurs dans leur pratique quotidienne de partager des expériences et de prendre des décisions qui vont améliorer les prestations dans leur secteur. Ça a été une occasion pour moi de savoir ce qui se fait ailleurs. Ces assises de Lomé, au vu des communications et des recommandations faites, sont, selon les organisateurs, un rendez-vous qui marque un nouveau départ. Pour la première fois en Afrique subsaharienne, nous avons organisé un atelier de simulation en temps réel pour les polytraumatismes. L'État togolais s'engage à prendre en compte les résultats de ces travaux en vue de répondre au mieux aux attentes des populations. Le gouvernement togolais,
tout en se félicitant des bons résultats auxquels le 30e congrès a abouti, s'engage à prendre en compte toutes les recommandations issues de vos discussions. La Société d'anesthésie-réanimation d'Afrique noire francophone a rendu hommage à 2 de ses membres fondateurs à l'occasion par des prix offerts par la Fédération mondiale d'anesthésie. Les 10 meilleures communications du congrès, dont 2 faites par des Togolais, ont été récompensées. Rendez-vous est pris au Niger en 2015 pour le 31e congrès. 2 contrats viennent d'être conclus entre l'État togolais, la TDE et la SPO. Ces conventions visent à accentuer la facilitation de l'accès des populations à l'eau potable, cérémonie présidée par le ministre de l'équipement rural, Bissoum Namapagou, qui était d'ailleurs l'invité de Nadège Nyanya à 13h. Il a fourni de plus amples explications sur la signature de ces 2 contrats. Nous l'écoutons. Le ministre, d'abord, quel est le sens de cette signature de contrat? Merci madame. Avec la signature de ces contrats, ça a permis à ces 2 sociétés, précisément à la TDE, d'améliorer les services, la gouvernance au niveau de la TDE et permettre que ce soit tous les services qui seront livrés par la TDE soit au profit des abonnés. Depuis un certain temps, nos partenaires techniques et financiers attendaient l'aboutissement de cette réforme parce qu'ils sont toujours prêts à nous accompagner, mais lorsque nous avons entrepris la réforme dans le sous-secteur, ils se disent « Ah, on attend voir ». Bien sûr qu'il y a un petit saupoudrage, je ne veux pas dire qu'ils m'excusent, ils nous accompagnent, mais pour mettre de gros fonds au niveau des grandes infrastructures pour produire davantage et distribuer, ils attendaient cette réforme parce qu'ils nous ont toujours dit il faut faire aboutir la réforme, il faut nommer un directeur général de la T2 qui ne sera plus un intérimaire. Aujourd'hui, chose faite. Donc, la signature de ces contrats permet d'encourager, disons, nos partenaires techniques et financiers pour qu'ils puissent nous accompagner davantage dans la mise en place des infrastructures hydrauliques pour desservir davantage la population en eau potable. L'autre aspect, c'est que les taux de desserte aujourd'hui que nous disposons avec la signature de ces contrats et la mise en fonction de ces sociétés, chacun dans ses missions, attributions et rôles, ça permet de relever les taux de desserte. Surtout en milieu urbain et semi-urbain, puisqu'il ne s'agit que de ce sous-secteur-là. Et quel est l'intérêt concrètement pour la population? L'intérêt de la population, c'est ça, c'est qu'on donnera plus d'eau à la population, c'est qu'on fera plus de branchements lorsque chaque société sera en plein dans son travail et dans ses rôles en atteignant les objectifs qui leur sont assignés, c'est que chacun pourra avoir l'eau à sa portée, en milieu urbain comme en milieu rural. Aujourd'hui, les gens se plaignent, nous demandons des branchements, nous n'avons pas de branchements. Si, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que la mauvaise gouvernance au niveau de la TDE, la mauvaise gestion, et la vétusté des installations de production avec le niveau de production bas que nous disposons ne permet pas de satisfaire aujourd'hui tout le monde. Donc avec la mise en place de ces sociétés permettant à la société du patrimoine de pouvoir investir davantage, de renforcer, renouveler les installations d'eau potable pour offrir, donner plus augmenter la production et que la Togolaise des eaux, utilisant ces installations pour satisfaire les besoins des eaux, les besoins en eau des populations, pourra faire plus de branchements, pourra satisfaire davantage, disons, en termes de besoins en eau potable, et ceci, c'est le taux de desserte qui sera élevé. Donc, ça permettra de donner davantage de l'eau à la population. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à vos questions. Merci d'être passé sur ce plateau. Le ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire a convié cette semaine les acteurs de développement de la Kara et des Savanes à une session de formation module étudier la grille d'analyse du développement durable. Nestor Moussou. Il est désormais exigé que tous les programmes de développement élaborés pour être mis en œuvre après 2015 intègrent en leur sein la dimension de durabilité. Pour mesurer cette dimension, la chaire en éco-conseil de l'Université de Québec à Chicoutimi a mis au point la GAD, grille d'analyse de développement durable.
Cette grille est au centre de cet atelier de renforcement des capacités des parties prenantes au processus de développement des régions Kara et Savane. Une démarche à l'initiative du ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, appuyé par l'IFDD, Institut de la Francophonie pour le développement durable. La grille d'analyse du développement durable, c'est un fichier Excel qui va être utilisé pour analyser les documents au regard du développement durable. C'est un fichier Excel avec 6 dimensions qui se déclinent en thèmes, en 37 thèmes et en 111 objectifs. Cet outil permet la prise de décision, de bonifier également aussi les documents. Par cette même occasion, les participants ont évalué les différents documents de planification stratégique du pays, notamment la stratégie nationale de développement durable, le programme national de renforcement des capacités et de modernisation de l'État pour le développement durable du Togo et la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. De leur côté, les femmes membres des partis politiques et de la société civile ont répondu à l'invitation du collectif des femmes parlementaires. C'est pour des échanges sur les comportements citoyens, notamment la préservation de la paix à l'approche des échéances électorales. C'était à Tapamé, Yves Bévivi. Elles sont des mères, celles qui, quand elles sont sages, ont des enfants responsables. Le collectif des femmes parlementaires en est conscient et forme ces dernières en vue de les doter des valeurs du savoir-vivre social, la culture de la paix. Elles sont des dizaines de femmes leaders des partis politiques et des OSC réunies à Tapamé et à être édifiées sur les préalables à la consolidation de la paix en période électorale, vu que la présidentielle de 2015 arrive très vite et qu'il faille prendre des mesures pour éviter la violence. Cet atelier organisé par le caucus des femmes parlementaires vise à outiller les femmes et pour qu'elles puissent de retour dans leur préfecture sensibiliser à leur tour leurs sœurs pour pouvoir participer de façon efficace à la consolidation de la paix avant, pendant et après les élections. Arrivé chez moi, nous allons informer nos militants. 3 modules ont été exposés aux participants au cours de cet atelier de 2 jours et qui a vu la participation du préfet de Logou à la Guibaïdji. 3 modules notamment le processus électoral et comportement civique, rôle des citoyens et des femmes dans un processus électoral et enfin instrument de consolidation de la paix dans un processus électoral. Nous poursuivons avec ce communiqué du parti UNIR. Le vendredi 21 novembre 2014, pour marquer leur présence dans le débat politique national, les militantes, militants et sympathisants du parti UNIR ont décidé de sortir massivement, manifester leur soutien au chef de l'État et aux institutions de la République à travers une gigantesque marche pacifique dans les artères de Lomé. Le parti se félicite de la spontanéité, de la qualité de la mobilisation des populations de Lomé et de ses environs qui traduisent l'expression réelle de la majorité du peuple togolais. Le parti espère que l'opinion nationale et internationale a désormais les justes éléments d'appréciation de la réalité politique togolaise. Le parti tient à exprimer sa sincère reconnaissance aux militantes, aux militants et sympathisants pour cette mobilisation sans faille et les félicite pour le civisme et la discipline dont ils ont fait preuve en respectant l'itinéraire tracé par l'autorité publique. Tout en regrettant qu'une partie de l'opposition cherche à amener le débat dans la rue afin d'y installer la violence et la terreur, le parti UNIR convie l'ensemble du peuple togolais à rester serein, vigilant et mobilisé afin qu'aucune manœuvre politicienne n'ébranle les efforts et sacrifices consentis pour que le Togo retrouve sa place dans le concert des nations démocratiques et émergentes. Le parti uni exhorte le chef de l'État et le gouvernement à poursuivre et à renforcer leur action pour la paix civile, l'ancrage de la démocratie et le développement harmonieux de notre pays. C'est signé du premier vice-président Georges Haïdam. Tournée africaine de Manuel Valls, le Premier ministre français a d'abord fait escale à N'Djamena. Il a rassuré le président Idriss Déby quant au soutien de la France à la lutte contre les djihadistes qui sévissent dans le Sahel. Il a rendu visite aux 1300 soldats français sur place. Manuel Valls se rendra ensuite au Niger.
Manuel Valls, à N'Djamena, première étape d'une visite placée sous le signe du dispositif antiterroriste au Sahel. Après un entretien d'1 heure avec le président Idriss Déby, le Premier ministre français a rappelé l'importance du partenariat stratégique avec le Tchad dans la lutte contre les mouvements djihadistes. Il y a une alliance stratégique entre la France et le Tchad. Le Tchad qui a versé le sang de ses soldats pour lutter contre le terrorisme. Et il y a une fraternité d'armes tout à fait exceptionnelle entre nos deux pays. Revêtant le costume de chef des armées, normalement réservé au président de la République, le Premier ministre s'est ensuite rendu au camp Kosseï, l'importante base militaire française qui jouxte l'aéroport de N'Djamena et où sont basés 1300 militaires français de l'opération Barkhane. Cette opération lutte depuis août dernier contre les groupes djihadistes de la Mauritanie à la frontière libyenne. Nous devons mener inlassablement cette guerre contre le djihadisme, contre le terrorisme, contre cette nouvelle barbarie qui recrute en brigade sur notre propre territoire. C'est une guerre globale, un défi lancé à notre époque, à nos valeurs. Dimanche, le Premier ministre français se rendra au Niger, autre partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme, pour rendre visite aux 300 militaires de l'armée de l'air française de l'opération Barkhane. Il rencontrera aussi le président nigérien. En Centrafrique, les ex-Séléka sont mécontents. Ils accusent les autorités de les avoir délaissés. Ces anciens miliciens se plaignent des conditions précaires dans lesquelles ils vivent et réclament le paiement de leurs primes de cantonnement. Les ex-Séléka, cantonnés à Bangui, manifestent leur colère. La semaine dernière, ils avaient menacé de faire sauter le dépôt de munitions du camp Béal. Cette semaine, le coordonnateur de l'ex-coalition leur a rendu visite pour écouter leurs doléances. Nous sommes cantonnés depuis 11 mois. Le gouvernement ne fait rien pour nous. Nous dormons sur des nattes. Le gouvernement agit comme si nous n'étions pas centrafricains. Outre les conditions de vie, les ex-Séléka réclament le paiement des arriérés de leurs primes de cantonnement. Ils sont environ 1 millier assignés à résidence dans 3 camps de la capitale. Nous venons d'échanger avec les combattants de notre camp. Nous sommes en train d'établir des listes pour permettre au gouvernement de vous payer. Les éléments cantonnés dans le camp Béal ont tenu à montrer aux visiteurs les conditions dans lesquelles ils vivent. Un point d'eau insalubre pour boire et se laver. Dans les chambres, une literie sommaire. Ici, un ex-combattant souffrant d'une crise de paludisme qui n'a pas reçu de soins. Dans une espèce de dortoir, une jeune Séléka qui élève tant bien que mal son bébé de quelques mois, né dans le camp. Ce sont les ex-combattantes qui préparent la ration quotidienne avec les moyens du bord. Nous cotisons chaque jour pour acheter des vivres et préparer à manger. Depuis que nous sommes cantonnés ici, nous n'avons reçu aucune aide du gouvernement. Une visite conclue par un défilé militaire. La semaine dernière, les ex-Séléka avaient manifesté dans les rues de Bangui aux alentours de leur camp une poussée de fièvre qui avait contraint les habitants à se réfugier dans leur maison. Nous poursuivons avec quelques brèves. Destination le Portugal, le Chili, les États-Unis et l'Ukraine. C'est à travers le condensé que voici. L'ancien Premier ministre socialiste Socrates, au pouvoir entre 2005 et 2011, a été déféré samedi devant la justice dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale, blanchiment d'argent et corruption. 3 autres personnes avaient été arrêtées ces derniers jours et de nombreuses perquisitions menées. L'enquête concerne des opérations bancaires et des transferts d'argent d'origine inconnue. Il y a une semaine, un scandale de corruption lié à l'attribution de visas dorés réservés aux investisseurs étrangers avait conduit à l'arrestation de plusieurs hauts responsables de l'État portugais. Une peine de 2 et 3 ans de prison pour 2 officiers ayant servi sous la dictature du général Pinochet. 40 ans après les faits, la justice chilienne a condamné vendredi 2 anciens colonels pour torture ayant entraîné la mort du père de l'actuelle présidente Michelle Bachelet. Arrêté et emprisonné après le coup d'État d'Augusto Pinochet, le général Alberto Bachelet était mort quelques mois plus tard en 1974 d'un infarctus dû aux multiples tortures que ses propres subordonnés lui avaient infligées.
Dans la région de Buffalo, l'heure est au bilan. Les fortes chutes de neige qui ont fait au moins 13 morts ont cessé vendredi, mais le gouverneur de l'État de New York a averti la population des risques d'inondation en raison du redout annoncé ce week-end. L'eau pourrait atteindre 1,50 m à 1,80 m de haut. Durant la tempête comparable au blizzard de 1977, certains automobilistes sont restés bloqués 2 jours dans leur véhicule, tandis que des familles ont dû être évacuées, le toit de leur maison ayant cédé sous le poids de la neige. Beaucoup de ferveur vendredi soir sur la place de l'Indépendance à Kiev. Des milliers d'Ukrainiens se sont rassemblés pour commémorer le premier anniversaire du Maïdan, le soulèvement populaire pro-européen qui a fait chuter le gouvernement de Viktor Yanukovych, soutenu par Moscou. Dans une adresse à la nation, le président Poroshenko a promis de lancer les réformes permettant à son pays de demander en 2020 l'adhésion à l'Union européenne. À cette fin, il a annoncé un gouvernement complètement rénové, l'actuel Premier ministre Yatsenyuk conservant son poste. C'est une erreur qu'il a peut-être détruite, mais il garde l'espoir de redonner un sens à sa vie. Ricky Jackson, citoyen américain, vient de recouvrer la liberté après 39 ans de détention gratuite suite à une erreur judiciaire. Il avait été condamné en 1975 pour le meurtre d'un homme d'affaires sur un faux témoignage. Sous les applaudissements de ses proches, ému et soulagé, Ricky Jackson fait ses premiers pas d'homme libre depuis 39 ans. Il a été innocenté après que le juge a admis une grossière erreur judiciaire. Comment je me sens? C'est extraordinaire. Les mots ne peuvent pas exprimer ce que je ressens en ce moment. Je suis simplement heureux d'être hors de prison, heureux d'être un homme libre. Ricky Jackson n'avait que 18 ans quand il a été condamné avec 2 autres personnes, accusé d'avoir tué un homme d'affaires de Cleveland en 1975. Témoin clé de l'affaire, un adolescent de 12 ans seulement qui s'est récemment rétracté. Il dit avoir menti sous la pression des policiers qui l'ont interrogé. Un autre co-accusé, Wiley Bridgman, a été lui aussi libéré vendredi. Son frère Ronnie avait été relâché en 2003. Vous ne perdez jamais espoir. Tout le monde peut tomber, tout le monde. Mais ce qui compte toujours, c'est de se relever. Il faut toujours se battre, ne jamais cesser de se battre. À l'origine, les 3 hommes ont été condamnés à la peine de mort. Ils y ont échappé de justesse. Leur peine a ensuite été transformée en prison à vie. Ils sont aujourd'hui libres et disent n'avoir aucune rancœur. Et à des milliers de kilomètres de là, à Tchamba, dans la région centrale au Togo, les populations viennent de bénéficier d'un nouveau bâtiment scolaire et d'ouvrages didactiques, ce dont permettra d'améliorer les conditions d'études dans cette localité. C'est un don du chef de l'État, Lamak Bojona. Le lycée Tchamba Ville 1 bénéficie d'un bâtiment scolaire de 4 classes équipé de tables-bancs. Ce joyau est accompagné d'un don de livres scolaires, de fascicules et des annales pour les classes de première et terminale. Le bienfaiteur, c'est le chef de l'État, Faure Sozemna Singbe. La réception du joyau a été présidée par le coordinateur préfectoral du parti UNIR, Afo Achadeji. La population de Tchamba est sortie nombreuse pour dire merci au président de la République. Nous n'avons pas de mots pour exprimer notre joie. Parce que récemment, on était en difficulté. Dès la rentrée, on était en difficulté. Par les années passées, vraiment, c'était un problème de bâtiment, un problème de banc. Aujourd'hui, ce problème est résolu. Le seul problème que nous avons au jour d'aujourd'hui, c'est le problème d'enseignants. Ce n'est pas son premier don scolaire. C'est un énième don de la part du chef de l'État au monde scolaire. Ça veut dire que l'école lui tient beaucoup à cœur. Parce que éduquer un enfant, c'est éduquer une nation. Et un pays ne peut pas se développer si son système éducatif n'est pas développé. Les intervenants à la cérémonie de réception de ce joyau ont témoigné leur remerciement et leur profonde gratitude au chef de l'État qui a toujours manifesté un grand intérêt au monde éducatif. L'ONG Born Fonden est aussi très active dans les œuvres socio-éducatives et communautaires. Cette organisation est en fin de mission à Pia, dans la Kosa. Avant de plier bagages, elle a organisé une rencontre bilan avec les différentes communautés qui ont bénéficié de ces projets. Nestor Mouzou. Kouméa, Tchare, Pia et Tichao sont les zones d'intervention de l'ONG Born Fonden, unité de développement de Pia.
Cette unité a été ouverte en 1992. Elle est aujourd'hui arrivée au terme de son mandat. Comme le veut la tradition au sein de Bonnefonden, la désaffiliation est marquée par une cérémonie d'adieu. La cérémonie permet de dresser le bilan. En 22 ans, Bonnefonden a réalisé beaucoup de choses dans l'unité de développement de PIA. Quand je regarde tout ce que nous avons pu réaliser, simplement en termes de bâtiments scolaires, appui en matériel au niveau des structures sanitaires, les forages équipés, les écoles table-banc, le nombre de table-bancs qu'on a fait, que je vois que c'est bien entretenu, que je vois que c'est bien utilisé à des fins pour lesquelles on les a fait. Je me dis qu'on a bien réussi. Les communautés bénéficiaires ont beaucoup appris au cours des 22 ans de présence de Bonnefonden à leur côté. Aujourd'hui, elles s'estiment assez outillées pour prendre la relève. Si Bonnefonden parle, nous ne regrettons même pas. Parce qu'il nous a appris à se prendre en charge. Pourquoi je dis qu'il nous a appris à se prendre en charge? Parce qu'il a pu donner la formation aux jeunes dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de VIH-Sida, dans le domaine du développement. En quittant PIA, Bonnefonden a transféré son personnel à Aloum, un canton de la préfecture de Doufelgou, pour des actions en faveur de cette communauté. Lomé a accueilli cette semaine une conférence internationale organisée par le mouvement Empowered 21 du Togo. Thème de cette rencontre spirituelle, garder la flamme du Saint-Esprit pour bénir les nations. À travers cette activité, les organisateurs ont voulu valoriser davantage les acquis pentecôtistes et charismatiques au profit du Togo. Sonia, Amenikbo, Antoinette, Romain Vovo. Garder la flamme du Saint-Esprit pour bénir les nations. C'est l'idée centrale autour de laquelle sont réunis à Lomé les pasteurs et les leaders d'église à la conférence du Saint-Esprit Empowered 21. Venus d'Afrique et d'Europe, ces évangélistes veulent partager les expériences de la puissance de l'Esprit Saint avec le peuple de Dieu. De cette conférence, nous voulons aussi dire à tout être humain, chrétien ou non chrétien, qu'on peut toujours bénéficier des grâces de Dieu à travers les manifestations du Saint-Esprit. Une église qui ignore la puissance, la présence du Saint-Esprit, cette église risque vraiment d'être stationnaire. Elle ne peut pas bouger. Parce que Jésus même l'a dit, sans l'Esprit Saint, vous ne pouvez rien faire. Plusieurs activités sont inscrites au cœur de cette conférence spirituelle internationale de Lomé. Les messages d'édification et de prière de restauration en faveur du Togo et des autres nations sont également au programme de cette rencontre. Les artistes africains et caribéens s'indignent contre les entraves faites aux œuvres artistiques, notamment leur circulation et leur diffusion au niveau régional et international. Les artistes appellent les gouvernants à instaurer des conditions plus souples pour que l'art en Afrique et dans les Caraïbes soit au service d'un développement économique durable. Comme Poyote. Ils sont venus de différents pays d'Afrique et des Caraïbes, ces artistes, pour mettre en valeur leur talent et promouvoir la création et la diffusion des œuvres artistiques confrontées à des difficultés liées entre autres à l'accès des créations aux marchés régionaux et internationaux. Cette rencontre à l'initiative de l'association culturelle Kadam Kadam se veut un espace de réflexion et de plaidoyer. Essayez de prendre un produit culturel pour traverser les frontières, vous allez voir toutes les difficultés que vous rencontrez. Il faut qu'il y ait des facilitations, non seulement au niveau étatique, mais au niveau des frontières, pour que les spectacles puissent facilement circuler. Dans le directeur de cabinet du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, Jean-Luc Gomez, une coopération sud-sud et sud-nord en vue d'une professionnalisation du métier d'artiste et d'une analyse des besoins des consommateurs serait salutaire. Il faut également créer des sites internet dynamiques qui serviront de vitrine pour la visibilité de l'art dans les pays Afrique, Caraïbes et Pacifique, a-t-il précisé. Cette ambiance musicale met fin à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir.